Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Argent et Conscience. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Heidi. Bonjour Heidi. Bonjour Vitali. Aujourd'hui, nous allons parler d'une première vidéo qui est la première d'une série qui s'appelle La psychologie de l'argent. Au niveau des étapes de la vidéo, donc on va commencer par l'historique de l'argent. Ensuite, on va établir des liens entre la psychologie et l'argent. Du coup, nous allons terminer sur un peu le futur, comment va se passer dans les prochaines années, ou peut-être le futur de l'argent. En tout cas, c'est ça le programme qui nous attend. Merci Vitali pour cette petite intro. Donc, ce que je tenais à vous rappeler, c'est que donc Vitali est conseiller en gestion de patrimoine et moi donc je suis psychologue et chercheuse indépendante et nous faisons partie de professions réglementées. Donc, ce qui signifie que nous sommes soumis à une certaine déontologie et une éthique. Donc, pour les personnes qui veulent en savoir plus sur les professions réglementées, c'est tout simplement en fait des professions qui sont encadrées par la loi. Il faut un diplôme et une inscription officielle auprès de l'État et un respect donc des règles précises. Et donc, à travers les vidéos qu'on vous propose, eh bien, il y aura une réflexion éthique, c'est-à-dire ce qui est juste et respectueux pour les personnes que nous accompagnons et aussi une déontologie. On ne peut pas dire ou faire n'importe quoi. On essaye autant que possible de respecter les écrits, les règles écrites de la profession qui définissent nos obligations, nos limites et nos responsabilités. Donc voilà, on tenait à vous faire ce petit avertissement, cette petite précision. Et donc on va commencer avec un petit quiz. Donc du coup, Vitali Mhm. va me challenger sur 4 questions. Eh ben super. Donc Heidi, quatre questions pour toi. La première question, alors c'est plutôt du coup lié à ton activité, voilà, dans tes séances. Est-ce que tu utilises ce qu'on appelle la PNL, donc la programmation neurolinguistique? Peut-être que tu peux expliquer rapidement le terme avant de répondre à la question. Alors, la programmation neurolinguistique, ça va être issu de un petit peu de l'hypnose. Et l'idée, c'est vraiment de reprogrammer le cerveau avec des techniques très particulières. Moi, pour le coup, j'ai pu être initiée à cela il y a quelques années, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai intégré dans ma pratique aujourd'hui au sens propre du terme. C'est pas quelque chose que j'utilise consciemment, en tout cas, dans ma méthode de travail. Ok. Et justement, est-ce qu'il y a une raison de pourquoi tu l'utilises pas? Parce que c'est vrai que de par mes observations que j'ai déjà faites sur la PNL, il y a beaucoup de résultats, des résultats qui sont en général beaucoup plus rapides que des séances de psychologie et qui sont impressionnants. Voilà. Alors en fait, la PNL, du point de vue scientifique et du point de vue de la recherche, il n'y a pas de courant à proprement parler qui parle de la PNL. Ça va être plutôt un regroupement de plusieurs informations ensemble qui vont aider. Donc la PNL, c'est beaucoup utilisé plutôt dans le monde du coaching, etc. Et c'est vrai qu'à mon niveau, qui me spécialise sur du traumatisme et des mécanismes inconscients qui sont souvent assez profonds, souvent l'outil PNL, de mon point de vue, ne va pas être assez puissant pour aller en fait impacter les racines qui vont se poser. Après, bien sûr, ça dépend des problématiques, mais c'est vrai que moi, les outils que je vais privilégier dans le cadre de ma méthode, ça va être la psychologie par la parole et aussi le développement d'un état d'esprit, l'hypnose, qui quelque part est reliée à la PNL. Et ensuite, la psychocorporelle qui va être beaucoup sur tout ce qui est de l'ordre du ressenti, du système nerveux et de la prise en compte et du développement de la conscience corporelle. Ok, très bien. Et en fait, tu as presque enchaîné sur ma deuxième question. C'est est-ce que tu utilises l'hypnose? Et puis, comment tu l'utilises justement?
Alors, je dirais qu'il y a autant d'hypnose, de types d'hypnose qu'il y a d'hypnothérapeutes. Il y a vraiment, l'hypnose, c'est vraiment un art du verbe, l'art du mot pour venir permettre une facilitation de la communication au niveau du conscient et de l'inconscient. Et donc, c'est quelque chose que j'utilise, que j'aime beaucoup. J'ai une approche qui va être plutôt par ouais, un protocole assez précis en 3 séances où première séance, je pose les objectifs, vraiment, je viens cibler. Ensuite, la deuxième séance, ça va être vraiment cette étape où dans l'inconscient collectif, on est dans un état de sommeil relaxé. Et la troisième séance qui va être un mix de restructuration cognitive, éclaircissement pour mettre du lien sur ce qui a été fait. Et je joue aussi sur le temps pour que tous ces mécanismes puissent être mis en place. Et j'aime bien dire qu'avec l'hypnose, en fait, je désherbe, enfin, j'enlève les mauvaises herbes, je plante de nouvelles graines, je laisse pousser, et voilà. Je suis un peu une jardinière de l'esprit. Ok, eh ben, merci. On voit que tu as la main verte alors, du coup. Ça va. Troisième question, est-ce que tu utilises du coup la méditation dans tes séances? Ça peut m'arriver, je vais pouvoir aider la personne à revenir à elle, à son corps, par de la relaxation. Je vais inviter les personnes à méditer si elles le souhaitent. Voilà, ça peut m'arriver, c'est un outil que j'ai dans ma boîte à outils quand c'est adapté à la personne, qu'elle y est ouverte. D'accord, ok. Et dernière question, euh, est-ce que tu donnes des devoirs à tes clients Et ben, ou ça peut patients? m'arriver parce que c'est bien l'analyse, la compréhension, puis c'est bien la pratique aussi, c'est mieux l'expérience. Donc, en fonction de la personne, de sa réceptivité, de son besoin, de son objectif, il y a plusieurs variables, mais c'est quelque chose effectivement que je peux proposer de faire des exercices. Et après, c'est toujours pareil, je dis aux personnes que c'est une invitation, c'est une proposition. Et l'idée, c'est de faire l'expérience pour voir si c'est OK pour elles. Et ensuite, bah, ça leur permet de découvrir de nouveaux outils pour les aider dans leur chemin de vie. Ok. Eh ben, merci pour tes réponses, Heidi. Du coup, on va commencer du coup, à rentrer dans le vif du sujet. Donc, sur le sujet de l'argent. Du coup, je te laisse commencer donc ta partie sur l'historique de l'argent, les civilisations et l'évolution de l'argent. Voilà. Tout à fait. Mais en fait, comme on l'avait évoqué dans notre vidéo de présentation, donc on invite à, à aller regarder si ça n'a pas été déjà le cas. En fait, l'objectif de nos échanges avec Vitaly, c'est de venir un petit peu démystifier ce qu'est l'argent, de sensibiliser à une éducation financière et de comprendre aussi les mécanismes psychologiques. Donc, ce qui est important déjà, c'est cette première question de qu'est-ce que l'argent? Alors, l'argent, c'est pas seulement une invention économique, c'est aussi une histoire qui est profondément humaine, culturelle, interculturelle à travers les époques et les civilisations. Et justement, depuis les premières civilisations, l'argent n'a jamais été neutre. Il a toujours porté des émotions collectives, que ça soit la peur de manquer, la sécurité, la puissance, mais aussi la culpabilité ou le prestige. Et en fait, on voyait déjà dans l'Antiquité que les pièces portaient l'effigie des rois ou des dieux, et elles représentaient autant un pouvoir symbolique qu'un moyen d'échange. Et donc au Moyen Âge, par exemple, l'Église associait l'argent au péché de l'usure, ce qui a laissé des traces inconscientes de culpabilité encore présent aujourd'hui, et surtout dans notre société occidentale et notamment en France. Et en fait, dans les sociétés modernes, l'argent est devenu en fait lié au travail et au temps et à la valeur aussi de l'individu, comme si notre dignité dépendait de ce que nous gagnons. Et c'est ces choses-là qu'on va venir aussi réinterroger avec Vitali à travers ces vidéos. Et donc, ce qui est frappant, c'est que ces représentations, elles se sont transmises de génération en génération, à travers les époques, de manière inconsciente, à travers les récits familiaux, à travers ce que Bourdieu, le sociologue, appelle l'habitus dans les comportements de vie du quotidien. Est-ce qu'on va souvent au restaurant? Tu disais, Vitali, dans la vidéo de présentation, est-ce qu'on part souvent en vacances ou pas? Et ça va conditionner notre rapport à l'argent.
Donc chacun de nous porte dans son rapport à l'argent, dans sa vision de l'argent, une part de ses mémoires collectives. Donc certains voient l'argent comme un outil de survie, d'autres comme un symbole de réussite, de liberté, de prestige, et d'autres comme quelque chose de honteux à désirer, à vouloir de l'argent, c'est mal, c'est souvent relié un peu à l'enfer. Mais en réalité, ce qu'on a envie de vous partager aujourd'hui, c'est que l'argent, c'est une construction culturelle partagée et c'est à la fois un outil pratique, concret, parce qu'on a bien besoin d'aller faire nos courses aujourd'hui dans notre société qui fonctionne sous un mode capitaliste, mais c'est aussi un miroir, un reflet de nos histoires individuelles et collectives. Et c'est pour ça que quand on parle d'argent, ben, on parle jamais seulement d'économie, et c'est pour ça que c'était important que Vitali et moi, on partage nos regards, nos connaissances pour vous apporter un éclairage plus global. Parce que l'argent, c'est profondément quelque chose d'émotionnel. C'est une transmission de la manière dont nos civilisations ont appris consciemment ou non à lui donner un sens. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit résumé rapide de l'argent au sens de notre rapport humain. Et c'est pour ça que justement, c'est intéressant de voir comment le métier de conseiller en gestion de patrimoine s'est consolidé en France et quelle est son historique aussi. C'est pour ça que Vitali va nous en dire un peu plus à ce sujet. Oui, c'est ça. Donc, parce que le métier de conseiller financier, c'est un métier en fait qui existe depuis déjà très longtemps. Donc, c'est pas non plus le plus vieux métier du monde, mais en fait, il existe en fait depuis les toutes premières civilisations humaines qui ont émergé. Donc, que ce soit l'Égypte ancienne ou la cité riche de Babylone. Donc, les Babyloniens ont été aussi parmi les premiers à créer de la monnaie. Dès ces premières civilisations, donc après, il y a aussi peut-être la même chose du côté asiatique, avec notamment en Chine, hein, la civilisation chinoise est très très vieille, mais bon, je connais pas non plus toute l'histoire de ce côté-là. En fait, depuis les civilisations où il y a une forme d'économie avec de la gestion des terres, des impôts qui avaient déjà, mais en fait, il y a commencé à avoir des conseillers. Donc, ça pouvait être du coup des conseillers du roi. Donc, ça s'appelait pas conseiller, mais c'était un mélange entre les scribes et les vizirs, donc en Égypte, qui conseillaient du coup sur la gestion des impôts, la gestion des récoltes, des terres, des matières premières. Euh, et donc, il conseillait le roi ou le dirigeant. Oui, en général, c'était des rois à l'époque. Donc, ça a commencé par là, en fait. Et puis, pareil, sous l'Antiquité, sous le Moyen Âge. Euh, donc, il y a eu voilà, comme des conseillers, c'était des notables après à l'époque pour les gens fortunés. Toujours depuis en tout cas depuis la nuit des temps, ça a été de base pour les rois et les gens qui avaient beaucoup d'argent. Donc, que ce soit des ducs ou des rois, ce qui était le cas au Moyen Âge. Il y a eu justement à partir du Moyen Âge, commencé à avoir ce développement aussi des banques et des gestions au niveau de l'Italie. Donc l'Italie a été l'un des premiers pays à développer du coup les banques, à créer les banques et à faire du coup des prêts à des particuliers et donc et de pouvoir gérer aussi l'argent qui était à l'époque aussi lié à l'Église. Donc comme tu le disais, il y avait Heidi a un lien avec du coup le divin, ou en tout cas la religion et les rois. Donc ça a toujours été le cas. Et ensuite, à partir du 19e siècle, il y a eu l'apparition du coup des premières sociétés de gestion, de conseil ou de banques privées, donc avec l'arrivée de Rothschild dans ces années-là, donc qui s'est développé, si je me trompe pas, normalement, qui a commencé en Allemagne et D'accord. qui du coup a agrandi sa famille du coup
en Angleterre, en France, en Italie et en Autriche. Oui, c'était ça, un, 2, 3, 4 et le cinquième avec l'Allemagne. Ça faisait les cinq fils qui ont donné les cinq flèches de la banque Rothschild Co. Ah, Qui se réunissent dans le symbole. Euh, et donc ça a été les premières banques privées conseillées du coup des gouvernements aussi, parce qu'après il y a eu l'arrivée des États. Donc au niveau politique ça a changé, mais ça a toujours, en tout cas ils ont toujours conseillé ceux qui avaient le plus de pouvoir et ceux qui avaient le plus d'argent. Et ensuite est venu les banques traditionnelles qu'on connaît, et ensuite du coup le métier de conseiller en gestion de patrimoine, de conseiller financier est venu du coup l'arrivée du conseiller en gestion de patrimoine moderne comme on le connaît actuellement en 1970 en France. Depuis du coup les années 2000, c'est devenu une profession réglementée. Maintenant, tout professionnel qui prétend donner des conseils en finance doit être inscrit à l'ORIAS. Donc, moi, en tant qu'indépendant, j'ai un numéro ORIAS. Si vous allez voir votre banquier ou conseiller à la banque, lui, il n'a pas l'ORIAS parce qu'il ne porte pas la responsabilité de ses conseils, mais il utilise l'ORIAS de la banque. Et donc ça, c'est aussi une indication en fait qui va faire la différence et vous protéger lorsque vous rencontrez des gens, parce que maintenant, avec le développement d'Internet et des réseaux, on peut entendre beaucoup de gens qui donnent des conseils en finance, mais en fait, s'ils n'ont pas de numéro ORIAS, ce ne sont pas des professionnels. Vous n'avez pas à les écouter et vous pouvez vous protéger en fait aussi de tout investissement ou toute fraude en fait ou d'arnaque. Vous demandez si on vous propose un investissement, demandez l'ORIAS de la personne. Si c'est une arnaque, ça se trouve la personne ne sait même pas ce que c'est l'ORIAS. Donc déjà, vous éliminez tout de suite la menace, on va dire. ouais, c'est super important ce que tu évoques. Est-ce que tu sais quels sont les acronymes de ORIAS? Qu'est-ce que ça signifie exactement? Qu'est-ce que c'est? Non, je me suis pas amusé à retenir le nom de l'ORIAS, mais c'est, en fait, c'est un registre. Comme D'accord. l'immatriculation en fait des voitures, c'est un registre. D'accord. Bah, c'est super intéressant que tu le dises parce que du coup, ça me fait lien avec les psychologues où on est une profession aussi réglementée où nous, on a un numéro ADELI et donc c'est l'équivalent un petit peu de votre numéro ORIAS qui stipule qu'on est bien référencé au niveau de l'État et qu'on est autorisé à pratiquer quoi. Mhm. Ok. Ok, d'accord. Super. Bah, du coup, je propose qu'on poursuive avec une notion un peu plus intemporelle de ce que peut être l'argent. Et je propose qu'on puisse faire une petite nuance sur la notion entre monnaie et argent. Et puis ensuite, on poursuivra avec toi sur la différence entre le prix versus la valeur. Moi, j'avais trouvé ça super Mhm. intéressant du point de vue de la psychologie, mais je vais pas spoiler. Donc, au niveau de la question de la monnaie et de l'argent, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de la différence? Alors, ça va être une différence qui est quand même assez importante parce que la monnaie, c'est un outil technique. Elle a trois fonctions principales selon la définition classique en économie, qui est d'abord un moyen d'échange. Donc, elle facilite les transactions. Vous payez votre baguette avec une pièce plutôt qu'un sac de blé. Elle permet aussi une unité de compte. Donc, elle permet de mesurer et comparer la valeur des choses. Donc, 1 euro, 10 euros, 10 000 euros, 15 000 euros, 1 million d'euros. Et elle permet aussi d'avoir une réserve de valeur, elle permet de conserver de la richesse dans le temps, donc de se dire, voilà, on épargne pour ses enfants, pour acheter une voiture, pour acheter un nouvel instrument de musique. Donc voilà à quoi sert la monnaie, c'est vraiment un outil. Et la nuance, c'est que l'argent, c'est plus large que la monnaie. Et c'est là où ce que tu disais dans ta vidéo de présentation, le gestionnaire de patrimoine, il a une vision plus large, ben, c'est là où on va parler d'argent. Et c'est là où je parle justement de psychologie de l'argent, parce que ben, l'argent désigne à la fois la monnaie matérielle, donc pièces, billets
outils techniques, et la monnaie immatérielle, donc les comptes bancaires, les flux numériques, la crypto, tout ce qui va être de l'ordre de l'abstrait qu'on ne peut pas vraiment toucher. Et donc, l'argent, ça regroupe tout ça. Mais surtout, ça représente une construction sociale et symbolique, une valeur à laquelle tout le monde en croit dans nos sociétés capitalistes, puisqu'on parle bien d'argent fiducial. Et l'argent fiducial, le terme fiducial correspond au fait de faire confiance. Et donc, finalement, tout notre système d'échange humain, au niveau de l'argent, est quand même basé sur un rapport de confiance. Donc, c'est important de le stipuler. Et donc, la force de l'argent repose sur la confiance collective. Un billet de 50 euros n'a pas de valeur, enfin, n'a de valeur que parce que nous sommes tous d'accord pour lui en attribuer une. Si demain vous parlez avec un extraterrestre et vous lui donnez 50 euros, il va pas forcément se réjouir puisqu'il n'y mettra pas de sens. Donc c'est important aussi de voir que dans notre quotidien, on va tout englober, on va avoir des représentations des émotions. Moi, je le vois des fois en séance, quand on parle d'argent, les gens se crispent vraiment, il y a une émotion d'inquiétude. Et donc on voit que l'argent, c'est tout ça, alors que c'est aussi un outil. Et donc ça, c'est ce qu'on oublie bien souvent parce que c'est complètement happé par l'émotionnel si on n'a pas pu mettre un peu de rationnel et de revoir l'argent comme un outil et pas uniquement comme de l'émotion. Et du coup, c'est ce qui nous amène d'un point de vue, on va dire un peu plus précis, mais aussi très psychologique, de voir la nuance entre le prix et la valeur. Et ça, en psychologie, surtout dans ma thèse, j'aborde beaucoup la valeur de la perception de la différence. Et donc, c'est là où ça va être super intéressant, Vitaly, que tu nous parles de ben, qu'est-ce qu'un prix, entre guillemets, et qu'est-ce que c'est la valeur? Parce que la valeur, c'est quelque chose qu'il y a que les humains qui, en soi, attribuent de la valeur aux choses. Ouais. Et juste avant, je vais rebondir juste sur ce que tu as du coup dit bah, sur la réserve de valeur, l'unité de compte. Et en fait, ce qui fait la, l'argent, en fait, juste pour dire que il y a au final une monnaie qui, enfin, qui est fiduciaire, mais qui est reconnue universellement et intemporellement. Est-ce que tu sais ce que c'est, Heidi? Alors, moi, je présume, je peux me tromper, mais je présume que c'est l'or. Oui, exactement. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, je crois que depuis la nuit des temps, ça reste un métal très précieux et qui permet en fait, quelle que soit la transaction, de toujours être quasi équivalent. Oui, exactement. Donc, c'est exactement ça. C'est intemporel depuis la nuit des temps. Chaque époque, dès qu'il y a eu l'apparition de l'or, hein, du métaux de l'or, la découverte, qu'on en a fait, on en a fait des pièces de monnaie. Tout de suite, c'est devenu une réserve de valeur parce qu'en fait, que tu aies de l'or dans l'Antiquité ou de l'or maintenant, en fait, ton or ne vaut pas zéro. Donc, tu as gardé, en fait, ta valeur dans le temps. Euh, et ce qui fait aussi la valeur, c'est la production, la quantité d'or dans le monde. Donc, elle a drastiquement augmenté, hein, de par forcément la civilisation, la technologie. On a fait beaucoup plus d'extraction qu'avant. Mais c'est une ressource qui se développe quand même lentement, parce que pour extraire de l'or de la terre, c'est un processus assez compliqué et chimique. Donc, c'est un peu difficile. Donc, développement lent, ce qui veut dire que la valeur en fait de l'or va diminuer faiblement avec le temps. C'est reconnu bah, en fait aussi dans chaque pays, Hmm. que tu sois en fait aux États-Unis, que tu sois en Afrique du Sud, que tu sois au Japon. En fait, si tu as de l'or sur toi, tu peux toujours l'échanger. Tu peux toujours l'utiliser pour vivre, pour acheter des choses ou l'échanger contre bah, du coup
la monnaie locale, l'argent fiduciaire local. Et ça, c'est voilà, une chose qui est juste pour dire que ce n'est pas à oublier, hein, l'or et, et ce qui, en tout cas, reste dans le temps au fil des générations et qui, en tout cas, n'est pas prêt d'être oublié. C'est peut-être que psychologiquement, justement, on pourra revenir dessus sur une vidéo sur l'effet psychologique de l'or et bah, de se dire pourquoi c'est de la... On pense que c'est de la sécurité, tu vois. Mm. Voilà, donc ça peut être aussi un sujet de vidéo, mais ne pas oublier que l'or, c'est l'une des premières monnaies, pas la première. En tout cas, celle qui a duré dans le temps, qui est intemporelle et géographiquement aussi, et qui garde sa valeur aussi dans le temps. Ouais, complètement. Et en ça, je te rejoins tout à fait. En ça, c'est profondément interculturel puisque, voilà, on le voit, tu vas dans n'importe quel pays du monde et tu donnes une pièce d'or, ben, tu peux avoir quelque chose en échange. Donc, effectivement, c'est super intéressant de revenir en fait à l'origine des choses et de voir que voilà, c'est quelque chose qui nous relie tous finalement dans ce métal qu'est l'or et de sa perception de valeur. Et aujourd'hui, d'après toi, ton cheminement professionnel et de ce que tu as observé dans tes études, qu'est-ce que tu ferais comme nuance entre le prix versus la valeur? C'est une très bonne question. Et en fait, pour ça, moi, je cite le plus grand investisseur du monde, qui s'appelle Warren Buffett. Donc, j'aime écouter les sages, ceux qui ont l'expérience, qui savent. Et Warren Buffett, en fait, nous dit que les gens connaissent le prix de tout et la valeur de rien. Et bah, c'est plutôt vrai, hein. Tout le monde, par exemple, au niveau des marchés financiers, tout le monde peut te dire le cours de l'euro-dollar, par exemple, peut te donner le prix de l'action d'Apple, de Google, de Meta, OK, donc on connaît, on regarde les prix qui s'affichent du coup sur notre ordinateur. On voit tous les prix en direct, mais en fait, est-ce qu'on connaît la valeur? Et la différence, en fait, entre le prix et la valeur, c'est aussi la définition qu'il donne, c'est que le prix, c'est ce qu'on achète et la valeur, c'est ce qu'on obtient. Mm, Et ça fait une grande différence parce que, euh, en fait, on peut acheter à un prix, du coup, qui est différent de la valeur et il peut être, du coup, dans les deux sens. C'est-à-dire que le prix, il peut être plus faible que la valeur et plus élevé ou plus élevé que la valeur. mm. Et donc ça, voilà, en termes d'investissement sur les marchés financiers, on peut se retrouver à acheter ce qu'on appelle sous-évalué, c'est-à-dire une action qui vaut, par exemple, enfin son prix est de 100 dollars, on l'achète à 100 dollars, mais sa valeur, en fait, elle est de 150 dollars. Du coup, on a acheté quelque chose qui est presque en solde, du coup, qui est moins cher que ce que ça vaut. Et à l'inverse, on peut très bien acheter une action à 200 dollars, quelque chose qui vaut 150. Donc là, c'est-à-dire qu'on a un risque, on prend un risque de perte qui est plus conséquent, du coup. Oui. Et effectivement, c'est super intéressant cette notion de, si j'ai bien compris, hein, de ce que tu évoques dans le prix, c'est ce qu'on paye et la valeur, c'est ce qu'on obtient. C'est bien ça que j'ai compris. Et Ouais. du coup, c'est pour les personnes qui sont peut-être éloignées en tout cas qui débutent avec nous dans le monde de l'argent, de l'investissement, de la finance, des bourses et des marchés. Si on fait le lien, en tout cas avec la psychologie, de ce que je vois dans le quotidien, et qu'on peut appliquer ça, on va voir finalement des personnes qui vont être pro iPhone et qui vont payer un prix assez important pour cet outil et qui vont y mettre une grande valeur en disant mais waouh, c'est le téléphone le meilleur téléphone du monde, etc.
Et d'autres personnes qui diraient, mais je vais pas mettre un prix aussi grand pour un objet aussi peu pertinent, aussi peu intéressant, et du coup, ils vont pas y porter de la valeur. Et moi, j'ai l'impression, du coup, dans ce que tu dis, c'est que euh, la clé, finalement, ça va être la valeur qu'on va donner aux choses et que c'est ça qui va définir si quelque chose est cher ou pas. Parce que si c'est quelque chose qui nous plaît, qui est vraiment intéressant, qui nous attire et qu'on y porte beaucoup de valeur, il est fort probable qu'on trouve les moyens de trouver l'argent pour payer cela. Et je crois que c'est important aussi de voir comment c'est la valeur des choses nous a été inculquée par notre famille. Moi, j'ai beaucoup de clients qui peuvent me dire, ben voilà, bien manger, manger du bio, même si c'est cher, c'est pas grave, c'est OK. Et donc, il y a une Mhm. perception de valeur dans la nourriture qui va être non négociable et qui fait que les gens peuvent payer un certain prix parce qu'elles estiment que la nourriture a une haute valeur et donc importante dans leur vie. Je ne sais pas si c'est clair dans cette traduction entre ce que tu évoques d'un point de vue de la bourse, des marchés, etc., de manière très rationnelle et très pragmatique, à une échelle plutôt grande. Et finalement, de faire ce lien avec l'individu et ce qu'il va percevoir en tant que valeur ou prix. Oui, c'est ça. Et des fois, en plus, la valeur peut être difficile à exprimer ou quantifier. En fait, par exemple, juste de prendre des séances avec toi, tu vas donner un prix. euh, donc, ton prix, toi, c'est 100 euros de l'heure. Voilà, c'est ton prix. Mais ça se trouve, en fait, passer ces heures avec toi, ben, en fait, au final, elles vont tellement aider la personne que la valeur ce qu'ils vont obtenir au final, peut-être que ça vaut beaucoup plus que ces 100 euros de l'heure. Mais ça, c'est difficile à visualiser. Je pense que tu es d'accord avec moi. Ouais, et c'est super intéressant que tu prends l'exemple de ma pratique parce que c'est vrai que souvent on va dire, voilà, le psychologue, ou de toute façon que ça soit ta profession à toi, on est considéré comme des professions étant, je mets des guillemets, pour les riches. Et donc on va penser que nos prix sont chers. Mais c'est vrai que les gens ne connaissant pas nos domaines, ne savent pas forcément la valeur qu'on apporte. Alors bien sûr, c'est pas facile parce que chaque psychologue, chaque conseiller en gestion de patrimoine ne vont pas travailler de la même façon. Donc voilà, ça c'est aussi de l'individu. Mais c'est vrai que nos prestations de services, eh ben, ça va être difficile de savoir qu'est-ce qu'on obtient Mhm. de ces professionnels, quels qu'ils soient, hein, que ça soit du coaching, que ça soit prestation de ménage, garde d'enfants. C'est difficile de savoir qu'est-ce qu'on va vraiment obtenir et est-ce que ça va être qualitatif, et des fois on a peur aussi de prendre des risques et surtout quand voilà on a un prix qui peut paraître élevé, mais est-ce qu'on va avoir la valeur derrière? Ok. Est-ce que maintenant, du coup, Heidi, tu veux nous parler des émotions liées à l'argent? Voilà, quel rapport qu'on a vis-à-vis de ça? C'est vrai l'argent, en fait, ça peut nous évoquer plein d'émotions. Ça peut être la colère, la frustration, ça peut être la joie. Donc, voilà, raconte-nous un petit peu tout ça, ce que tu peux nous dire là-dessus. Ben, en fait, c'est vraiment pour moi quelque chose que je souhaite partager, mettre en lumière, parce que on a tendance à penser que l'argent, ce n'est que du rationnel. T'as plein de gens qui te proposent, qui vous proposent d'ailleurs, je m'adresse à tout le monde, ben, du budget, de pouvoir voilà noter ses dépenses et tout. C'est très bien, mais pourtant, les gens ne sont pas satisfaits de leur vie financière. Et c'est là où pour moi ça me semble important d'aller plus loin, c'est que l'argent, c'est du rationnel, mais à moindre mesure, parce que ce qui régit, ce qui contrôle nos vies, ce sont nos émotions. Et en fait, si on regarde l'argent, tout le monde sait que pour être plus confortable financièrement, être mieux, il est nécessaire de gagner plus que ce que l'on dépense.
Sur ça, il y a pas de secret. Et pourtant, si on regarde, ben, peu de gens de nous, en tout cas en France, en tout cas, on le fait ou alors on va épargner et on va réserver l'argent de manière très, comment dire, comme le précieux. Et du coup, il y a la peur. Et on voit que dépenser, souvent, ça va être source de sécurité pour obtenir quelque chose justement qui nous apaise émotionnellement. Ou alors on va mettre de l'argent, l'épargner, le stocker, ne pas le faire bouger ou ne pas le faire circuler parce qu'on a peur. Et donc on voit là, soit ça peut être vraiment la peur de perdre, il faut sécuriser l'avenir, mais au point de ne plus vivre. Ou soit des fois on va tellement dépenser qu'on ne va pas penser à l'avenir et c'est pouvoir trouver ce juste équilibre. Et donc pour moi, j'ai vraiment envie de transmettre ce message-là. L'argent est un problème émotionnel et inconscient. Bien sûr, il y a besoin de rationnel et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on unit nos forces pour avoir un message qui soit global, c'est que traiter l'argent, ça se traite d'un point de vue émotionnel, inconscient et culturel, parce que notre société aussi nous pousse dans des besoins, mais c'est aussi avec toi savoir et comprendre l'argent, pouvoir le maîtriser, savoir qu'est-ce qu'on en fait, savoir où est-ce qu'on le place et quelles sont les lois économiques qui vont être plus ou moins favorables en fonction de nos objectifs. Donc, l'argent, je le vois aussi dans mes séances, ça vient cristalliser. Beaucoup de burn-out sont, mais je peux pas m'arrêter parce qu'il me faut de l'argent. Et mais jusqu'où? Jusqu'à quel prix? Au prix de sa santé et quelle est la valeur de sa santé? Et c'est toutes ces questions-là que je souhaite soumettre avec toi à travers ces vidéos. À quel point l'argent, émotionnellement parlant, va nous pousser inconsciemment à avoir des actes qui peuvent nous nuire et peuvent nous faire faire des actes dans nos vies qui sont défavorables. Et si on arrive à avoir une meilleure compréhension de tout ça, on peut utiliser l'argent comme un outil de liberté, d'émancipation, de connaissance et de partage. Et donc de joie, et pas que de frustration ou d'inquiétude, comme c'est beaucoup le cas dans notre société en France, parce que c'est un sujet très tabou lié justement à la religion, etc. Donc ça, c'était vraiment le premier élément que je souhaitais évoquer de l'argent. En général, on en a peur, on n'en parle pas. Et c'est mal de dire combien on gagne. En tout cas, en France, moi qui ai vécu dans les pays anglophones, il n'y a pas du tout ce rapport-là, beaucoup moins. Et donc moi, ce que je propose, c'est d'en parler. Voilà, on en parle justement, de pouvoir démystifier tout ça, de savoir que il est possible d'améliorer sa vision de l'argent et d'en faire quelque chose de constructif d'agréable. Après, tout le monde n'a pas envie de devenir riche. Et la question aussi, émotionnellement, c'est se demander, mais qu'est-ce que être riche pour moi? Est-ce que être riche, c'est se sentir bien dans sa vie et se sentir libre d'agir tel qu'on le souhaite? Ou se sentir riche, c'est avoir 1 million sur son compte en n'étant pas bien émotionnellement? Donc voilà, c'est aussi soulever ces questions-là de qu'est-ce qu'être riche pour vous et qu'est-ce que vous évoque l'argent quand on en parle? Est-ce que ça vous crispe? Est-ce que ça vous énerve? Est-ce que ça vous rend dans la joie? Et de pouvoir cheminer sur tout ça, c'est des choses qu'on aura l'occasion d'approfondir au fur et à mesure, mais c'était déjà ce premier message que je souhaitais transmettre à tout un chacun. Effectivement, l'argent est émotionnel et il y a sans doute du coup des problèmes tout à chacun à régler au niveau peut-être des peurs, des freins qu'on peut avoir, ou de voilà, des choses qu'on a gardées pour nous, qu'on n'a pas su exprimer. Et ensuite, que nous deux, on se complète super bien parce qu'une fois que même si on n'a plus de freins et qu'on épargne tous les mois, hein, ce qui est très très bien, d'épargner pour voilà pour l'avenir. Euh, il y a le fait que aussi au niveau de la stratégie, en fait, on peut ne pas évoluer en fait juste en épargnant parce que on peut épargner, ok, pour le futur, mais si l'argent est ensuite dépensé, comme tu disais tout à l'heure qu'il faut dépenser moins que ce qu'on gagne, mais en fait, si on le met de côté pour le dépenser plus tard,
Mais en fait, on retourne au point de départ. Du coup, on se retrouve à n'avoir plus rien, devoir reconstituer une épargne. Et en fait, on est dans une espèce de boucle infinie parce qu'on gère mal cette épargne ou son argent, son budget. Et du coup, voilà, on se retrouve à chaque fois à dépenser tout ce qu'on gagne, que ce soit maintenant ou plus tard, et on n'a pas avancé. Donc, grâce du coup à mes conseils, en tout cas ce que je vais vous délivrer, vous ne pourrez aussi ne plus faire cette erreur-là. Et au niveau, je pense, psychologique, bah, on est beaucoup mieux quand on sait que on a une épargne, mais pas que. En fait, on a autre chose qui vont nous permettre d'avancer. En fait, il y a des choses qui vont être pour dépenser, mais pour d'autres choses aussi. Et donc voilà, je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter, Heidi, là-dessus. Ben, en fait, merci pour cet éclairage parce qu'effectivement, tu soulignes aussi l'importance de l'éducation qu'on peut avoir vis-à-vis de l'argent et du fait qu'on n'a pas appris, on n'a pas, la plupart du temps, on n'a pas d'éducation financière. Donc, c'est là où tu peux accompagner les personnes à savoir comment on utilise cet argent sur des projets moyens, courts, long terme, de comment on va avancer en fait pas à pas. Mais c'est vrai que ça, en général, personne ne nous l'a appris. On ne sait pas comment fonctionnent les marchés. On comprend pas les lois économiques parce que beaucoup de choses sont floues et qu'on n'a pas le temps d'apprendre non plus. C'est pas appris à l'école. Et donc, il y a aussi comment nos parents vont nous transmettre leur peur de l'argent en disant mais non, mais nous, on est des smicards, nous, on est des chômeurs. Et puis ça, c'est des choses qui grandissent en fait dans nos têtes et qui vont accentuer. Donc des fois, c'est pas des peurs qu'on a nous. C'est des peurs de nos parents qui nous sont transmis ensuite dans l'éducation et qu'on va se répéter. Donc, je te rejoins tout à fait par rapport à ça. Et après, l'idée, c'est qu'on puisse justement arriver un petit peu sur la fin de cette première vidéo sur qu'est-ce que l'argent, en venant penser un peu le futur, parce qu'aujourd'hui on entend beaucoup de choses, que ça soit la crypto-monnaie, tous ces flux un peu virtuels, même des fois la bourse pour beaucoup de personnes, ça peut paraître un peu abstrait. Aujourd'hui, d'après ton analyse, à ton niveau, quel est un petit peu le futur de l'argent, de la monnaie, comment ça va se passer au niveau de l'espèce? On entend beaucoup de gens qui disent, bah voilà, bientôt, on n'y aura plus d'espèces. Comment tu vois les choses pour la suite? Alors, je vais faire une réponse qui va être un peu tranchée, mais en même temps, ça vous protège et ça vous permet voilà, d'être raisonnable. C'est que, et parce que en fait, je vais prendre en considération aussi toujours bah, les sages, ceux qui ont de l'expérience, et en fait vous dire que je ne peux pas prédire l'avenir. Donc je peux, et ça c'est une des choses qui va du coup vous protéger, c'est que si quelqu'un vous dit ouais ça va se passer comme ça ou ça va se passer comme ça, fuyez. En fait, ça s'appelle un gourou euh, qui croit tout savoir ou croit savoir comment va se passer l'avenir. Je dis ça parce qu'on a ce genre de personnes-là en ce moment, depuis quelques années, hein, sur les crypto-monnaies notamment, ou maintenant ça peut être sur le développement d'entreprises peut-être ou d'investissements sur des choses liées à l'intelligence artificielle. Et peuvent vous dire, voilà, l'intelligence artificielle, ça va faire ça, ça va remplacer tel métier. Du coup, ça va être super rentable, machin chouette. Euh, Ce genre de discours a, en tout cas, je sais pas s'il a toujours existé, mais il existait depuis très très longtemps. Je pense que même, oui, depuis la nuit des temps, je pense que raconter des histoires sur le futur, ça a toujours été le cas pour vendre des choses, en tout cas. Et même durant les crises financières, ça vient aussi de là, en fait, entre guillemets, de ce mensonge. On peut le croire, notamment la crise des années 2008, donc la crise de subprime.
On disait à l'époque que on pouvait emprunter comme on voulait Mm. et faire des emprunts à des gens qui pouvaient pas rembourser le prêt de base, et qui respectaient pas du coup le principe du coup de, du taux d'endettement. Il n'y avait pas ça, pas encore ça de réglementé. Donc, ils faisaient des prêts à des gens qui ne pouvaient pas rembourser. Donc ça, ils se sont dit, de toute façon, il y aura toujours des liquidités, on pourra toujours vendre les biens immobiliers, donc ça va le faire. Bah, la preuve du contraire, c'est que, boum, crise des subprimes, tout s'est renversé. L'immobilier a pris bien bien cher, hein, du coup, parce que comme plus personne ne voulait acheter, eh ben, les prix ont chuté, 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 chuté. Plus d'acheteurs. Donc, du coup, ils se retrouvaient avec un bien immobilier qui est baissé de 80%. Super, sur ta maison. Tu peux Mm. pas payer. Tu peux pas la vendre non plus. Puis après, il y a eu les années 2000. Donc, Internet, ça a été magnifique. Ça a été au niveau des marchés financiers parce que depuis 1997, les entreprises Internet ont explosé. Ils ont dit, bah, c'est l'avenir, Internet, c'est l'avenir, ça va faire ça, 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 plein de choses. Et puis, boum, 2000, une crise exceptionnelle aussi, qui a remis tout le monde d'accord. Donc, il y a 80 ou 90%, plus de 90% des entreprises Internet de l'époque qui ont disparu. Donc, et des vendeurs qui promettaient du coup des récompenses, en tout cas des rendements exceptionnels grâce à Internet à l'époque, ben, il y en avait beaucoup. Donc, et puis bon, je remonterai pas sur les années d'avant, on va garder déjà ces deux-là. C'est des bons exemples. Mais en ce moment, même, on est sur ces cas-là, sur les crypto-monnaies et sur l'intelligence artificielle, des gens qui vont parler de choses et d'autres. Euh, En tout cas, moi, je trouve que l'intelligence artificielle, c'est un outil qui est intéressant, qui va se développer au fur et à mesure, mais pour le moment, on n'est que à la genèse. Donc, on est vraiment sur du spéculatif. Donc, moi, je n'investis pas sur des choses dont j'ai aucune idée de là où ça va m'amener, de l'avenir. Au niveau des crypto-monnaies, c'est pareil. En tout cas, pour moi, les crypto-monnaies, c'est pas réglementé. Euh, donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des mouvements de marché complètement hallucinants. On le voit notamment avec les baleines, ce qu'on appelle les baleines, des gens qui investissent massivement, qui font du coup varier les cours à la hausse et à la baisse, bah, comme ils veulent. Donc, ça s'appelle de la manipulation de cours, parce que c'est pas réglementé. Euh, pour moi, c'est adossé à rien du tout, donc ça vaut rien. Donc en fait, les crypto-monnaies, je dis pas qu'il faut pas investir dessus, en tout cas pas sur les petites, les grosses, Ethereum et Bitcoin. C'est un concept qui est intéressant, mais aujourd'hui, je trouve que tant que c'est pas réglementé, si l'État demain dit bah les crypto-monnaies sont interdits, bah du coup tes cryptos elles valent zéro. Donc voilà, ça c'est un peu un avis tranché. C'est le même avis qu'a Warren Buffett sur les crypto-monnaies. Et par contre, ce que je pourrais dire, c'est au niveau de la monnaie numérique. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, va être en développement, ou qui est déjà en réflexion, en fait, au niveau des gouvernements et de l'Union européenne pour réfléchir, du coup, à une monnaie numérique, à un euro numérique qui va faciliter, du coup, les échanges d'argent donc entre les personnes pour que ça aille plus vite. Mais je dirais qu'il y a aussi du coup le fait que bah, on risque d'avoir plus de contrôle, c'est-à-dire que les États verront beaucoup plus les flux d'argent de qui va vers qui. Donc on aura peut-être un traquage qui sera du coup peut-être plus efficace pour eux. Pour nous, peut-être que ça va nous enlever la liberté. En tout cas, voilà, je pourrais pas m'avancer plus que ça sur le sujet, mais c'est quelque chose qui est en réflexion en ce moment, quoi. D'accord. Bah parce que c'est vrai que l'espèce, dans beaucoup de domaines, ça reste l'outil principal de moyen d'échange.
dans certains secteurs, que ce soit la boulangerie ou des choses comme ça. Mhm. Donc c'est vrai que ça, voilà, c'est quand même présent dans l'inconscient collectif de ce que j'entends. Est-ce que l'espèce va être remplacée par ce que tu disais justement, cette monnaie numérique ou pas? Comment on fait? Et là encore, il y a des émotions derrière. Comment on va faire par rapport à tout ça? Et en fait, tu as utilisé des termes. Alors je suis pas sûre que tout le monde soit en aisance avec ça. Par rapport, par exemple, au marché financier. Alors, je pense qu'on fera une vidéo spécifiquement sur ce qu'est les marchés financiers. Mhm. Mais est-ce que tu pourrais, peut-être pour des personnes qui n'ont peut-être jamais entendu ce terme-là, comment tu pourrais représenter les marchés financiers et qu'est-ce que tu entends aussi par le terme spéculatif? Moi, je le définis de manière très simplifiée par le fait de faire des hypothèses sur des choses et de croire que ces hypothèses sont valides alors qu'en fait on n'en sait rien. Et Mhm. encore, le terme hypothèse, c'est peut-être pas adapté. En fait, c'est la spéculation, je le vois vraiment comme le fait de faire une prédiction, clairement, une croyance que telle ou telle chose va prendre de la valeur Mhm. alors qu'on n'en sait rien. Je sais pas si si c'est clair en termes de simplification, si tu souhaites rajouter quelque chose, éclairer. Oui, donc tu veux que je réponde d'abord à la question sur le marché financier ou sur qu'est-ce quelque chose de spéculatif? Ben, en fait, oui, c'est vrai que pour les personnes qui s'initient en fait à tout ça, comment tu leur proposerais une vision assez rapide de ce qu'est un marché financier? Oui, ok. Alors, un marché financier, c'est un endroit où s'échangent en fait des actifs financiers. Donc, des actifs financiers, ça peut être des actions qui sont des parts d'entreprises, donc des entreprises qui sont cotées en bourse, qu'on appelle cotées en bourse. C'est-à-dire où il y a des échanges du coup d'actions entre du coup des investisseurs, des intervenants, des professionnels. Donc, ce lieu est toujours physique. Donc, que ce soit à New York, le plus connu, en fait, c'est New York. En France, on a Paris avec Euronext. À Londres, on a le London Stock Exchange. On a le Chicago aussi. On a Chicago. On a aussi à Singapour, Dubaï, Tokyo. En fait, on a ce sont des places boursières où du coup, avant c'était physique, mais maintenant il y a eu le développement du coup grâce aux ordinateurs, de ces places boursières sont devenues en ligne. Donc on peut échanger des actifs, donc que ce soit, comme j'ai dit, des actions, ça peut être des obligations qui sont des dettes d'entreprise ou d'État. On achète la dette. On peut avoir voilà, d'autres actifs aussi qui sont développés. Donc je ne rentre pas dans les détails, mais il y a ce qu'on appelle des options ou des fonds, des ETF, donc voilà, d'autres actifs qui sont échangés chaque jour à des heures fixes. Donc en France, ça ouvre à 9 heures, ça ferme à 17 heures. Euh, voilà, c'est 5 jours sur 7. Et donc voilà, ce sont des échanges voilà, quotidiens sur ces actifs. Et du coup, on a en direct sur ces heures de cotation ce qu'on appelle les prix de tous ces actifs. Quand on se connecte, voilà, sur la bourse, on voit les prix de chaque actif que l'on veut investir ou qui nous intéresse et on a toutes les informations là-dessus. Ok, d'accord. Donc, en fait, si je fais une petite représentation assez, assez du quotidien, c'est Mhm. un petit peu comme si tu vas, en tout cas à Toulouse, tu vas au marché et de l'Union, et puis tu as plein de commerçants, et puis chacun te propose un truc avec un prix, et du coup, on peut discuter de combien coûte la banane, Ouais. etc. Et donc, ça, c'est à une échelle mondiale qui se fait donc tous les jours de 9 heures à 17 heures avec des traders et d'autres professionnels Mhm. spécifiquement pour organiser en fait les ventes mondiales de beaucoup de produits et de services sur notre planète en fait.
Ouais, c'est ça, exactement. Ok, super, merci. Et donc la spéculation, toi, tu le vois comment si on fait une traduction un petit peu avec notre quotidien? Et ben, en fait, c'est un pari. Ok, Comme on peut faire comme les paris sportifs, comme si on va jouer à des jeux de grattage, on va jouer à l'euro-million, voilà, tirage au sort. Ok, bah ça c'est tout ça c'est spéculatif. C'est ok, un pari. Donc quand je parle d'un actif qui est spéculatif, c'est un actif dont bah j'ai aucune idée du résultat quand on va faire un pari, on connaît pas le résultat, mais on va dire que le pari, on pense que ça va aller dans ce sens-là. Donc c'est là où tu disais, on se fait une hypothèse, mais en fait, oui, on se dit, je pense que ça va aller dans ce sens-là. Mais en fait, on sait pas du tout, c'est complètement, ça peut être aléatoire. aléatoire. Voilà. Ok, super, merci pour ces précisions. Et c'est vrai que du coup, le pari, ça parle, ça me parle bien. Donc, on arrive à la fin de notre petite excursion d'aujourd'hui au cœur de qu'est-ce que l'argent, de ce qu'on a pu aborder aujourd'hui au niveau des civilisations, des époques, de la question de la monnaie, versus l'argent, du prix versus la valeur du rapport aux émotions par rapport à l'argent et à l'éducation et à la famille. Mhm. Et ensuite, ben, les cryptos, la monnaie numérique, l'espèce, qu'est-ce qui va disparaître, qu'est-ce qui va évoluer et qu'est-ce que sont un petit peu les marchés financiers et la spéculation. Donc aujourd'hui, on a abordé ces thématiques-là. Donc on voit que c'est hyper riche et que vraiment, on a beaucoup de choses à éclairer ensemble. Ouais. Aujourd'hui, pour clôturer notre vidéo d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de partager? Qu'est-ce qu'on peut retenir mutuellement de tout cet apport finalement? Alors, c'est une bonne question. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que, bah, en tout cas, le conseil financier, ça existe depuis très longtemps. La monnaie aussi existe depuis très longtemps. Ça a une importance qui est, qui est importante. Enfin, c'est une certaine importance au niveau émotionnel. Ça permet de ressentir beaucoup d'émotions, euh, qu'on verra du coup peut-être en détail sur d'autres vidéos. Et en tout cas, que voilà, qu'il faut faire attention aussi aux personnes qui nous parlent d'argent. Mm, Ça, c'est important à retenir. Et puis, ben, moi, je dirais qu'il faut aussi retenir que c'est la première vidéo d'une série qu'on va sortir du coup chaque mois, une nouvelle vidéo sera postée. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire pour qu'on puisse se nourrir du coup de vos questions pour faire des sujets, exprimer des sujets ou juste répondre à ces questions-là. En tout cas, ça nous aide également pour s'abonner et liker la vidéo. mm, Et en tout cas, je vais vous donner du coup le sujet de la prochaine vidéo qui va être du coup le mois prochain. Alors, ça va être sur bah, les différentes croyances et tabous que nous avons dans la culture française, donc au sujet de l'argent et cette remise en question sur les comportements inconscients que nous avons aussi avec le salaire, par exemple, ou dans le couple. mm. Voilà, tout ça, ces interactions-là, on va y revenir. Et voilà, je sais pas si tu as autre chose à rajouter, Heidi. En tout cas, on est très bien. Ben, en tout cas, effectivement, enfin, je le savais déjà, mais c'est très riche cette thématique-là, et c'est là où, en tout cas, moi, je vois et j'analyse l'importance de parler tout ça. J'espère en tout cas que cette vidéo, elle a pu vous inspirer, elle a pu vous plaire, elle a pu vous toucher émotionnellement, que ça a peut-être suscité votre intérêt à vous réconcilier un petit peu avec l'argent, ou en tout cas vous questionner dessus, parce qu'en fait, il y a vraiment
vraiment possibilité de l'utiliser comme un bel outil. On espère, en tout cas avec Vitalik, que cette vidéo vous a éclairé sur les différents aspects émotionnels, de avec qui vous parlez de l'argent, qui vous parle de l'argent, est-ce que la personne elle est ou pas qualifiée pour pouvoir vous proposer des conseils qui soient vraiment avisés et adaptés aussi à votre situation. Et de pouvoir simplement vous sentir un peu plus apaisé sur la compréhension de ces thématiques-là. En tout cas, moi, je retiens que c'est hyper riche. Il y a tellement de choses à apprendre au Ouais, niveau des marchés financiers, au niveau de comment ça nous impacte à une échelle très très large, parce que les marchés financiers, on s'en rend pas compte, mais ça impacte notre quotidien. bien Et sûr. Ouais, j'espère qu'ensemble, on va pouvoir mettre de la lumière sur tout ça et que les personnes vont pouvoir comprendre finalement l'écosystème dans lequel nous sommes et comment l'argent va venir nous impacter au niveau de nos familles, de nos enfants, de nos émotions, de notre psychologie et de comment on peut se réconcilier avec tout ça. Du coup, ouais, on arrive à la fin de cette première vidéo et celle, j'espère, d'une longue série. Merci à tous. Comme l'indiquait Vitaly, n'hésitez pas à nous envoyer, à envoyer vos questions. Ça nous permettra de faire au plus juste de vos besoins et de vos attentes et de vous abonner si vous appréciez notre travail et nous encourager. Et en tout cas, on vous remercie pour votre attention et je crois qu'on peut clôturer pour aujourd'hui. ouais. Merci beaucoup, Heidi. Et merci à vous. Écoute, ouais. Merci à vous tous et toutes. Merci Vitaly et on se dit à très bientôt. Enfin, en tout cas, à dans un mois. Ouais, à très bientôt. Ciao!